Voilà. Bonjour. Welcome in this working group. Bonjour, bienvenue à ce groupe de travail. Je vais modérer ce groupe avec Dimitri Souter et nous allons parler de la relance et de l'intensification des districts quartiers. Alors, Dimitri est chercheur à Paris. Bonjour, Dimitri, pouvez-vous dire bonjour? Oui, bonjour. Et, et moi, je suis professeur ici à Graz, en Autriche, et je travaille également dans l'urbanisme. Je voudrais vous présenter les membres de cet échange. Tout d'abord, nous avons Monsieur Gomez. Monsieur Gomez, pouvez-vous faire coucou à la caméra, s'il vous plaît? Bonjour. Il est architecte et directeur du département d'architecture au sein de l'autorité régionale d'Extremadura. Et je pense que vous êtes maintenant à Badajoz, n'est-ce pas? Et vous représenterez la ville, une ville, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons avoir Monsieur Barmada, qui est architecte de la ville de Barcelone. Enfin, nous écouterons Jörg Barth, qui est secrétaire général de Urban Switzerland et qui, pouvez-vous vous aussi faire coucou à la caméra? Fabuleux, merci bien. Qui représentera donc la ville de Biel. Ensuite, nous aurons Madame Tove Nordgaard, qui est à la fois responsable du développement et de la protection du patrimoine de la très belle ville de Levanger, une ville en Norvège. Bonjour à vous. Bonjour. Enfin, nous avons avec nous Vytautas Ladies, adjoint au responsable de l'architecture de la ville de Vilnius et il représente donc Vilnius. Très bien. Alors, vous connaissez l'objectif de cette session. Il s'agit en effet de débattre du dossier qui a été élaboré dans le cadre d'Europan 16. Cet échange est ouvert et bien entendu, nous aborderons plusieurs questions et j'incite que tous les représentants se sentent libres de prendre la parole. Je pense qu'il est très important d'éclaircir toutes les zones d'ombre concernant le dossier. Cela apporte beaucoup plus à toutes les personnes qui participent à la compétition. Alors, pour présenter les sujets qui nous occupent, alors, comme aujourd'hui nous sommes là pour parler de villes vivantes, ce qui est évident, mais peut-être pas pour tout le monde, parce que d'une certaine façon, certaines de nos villes ont peut-être un peu perdu de leur vivant. Eh bien, je pense que la pandémie a mis cela en relief. Et aujourd'hui, on comprend mieux les faiblesses de nos villes. On a pu constater que l'économie parfois a pris le pas sur l'écologie et même sur certains habitants. Et aujourd'hui, parfois, il y a beaucoup de spéculation sur le logement et je pense que Barcelone est très bien placée pour savoir ça. Je pense que le confinement nous a fait nous rendre compte de la fragilité qui est bien là. Et aujourd'hui, il est évident qu'il faut revitaliser certaines parties des villes. Nous sommes toutes et tous chez nous à la maison et nous constatons que les vidéoconférences sont toujours plus fréquentes et en travaillant de chez soi, on redécouvre son quartier, sa région, son district et on peut se rendre compte que certaines infrastructures laissent à désirer. Et aujourd'hui, on parle de Paris 15 minutes et
Du coup, on se rend compte qu'en effet, parfois, il y a certaines infrastructures qui manquent à l'appel. Et cela nous donne la possibilité de redévelopper certaines infrastructures, notamment des garderies, des zones de coworking et d'autres encore. Ensuite, les zones de production ont été fort éloignées des zones de logement. Et il faudrait peut-être justement les rapprocher ou les garder lorsqu'elles existent, comme c'est le cas à Barcelone. La proximité, c'est intéressant et cela permet de mettre la focale sur le district, et le lien entre un site et un district est aujourd'hui plus important que jamais, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors Dimitri, pourriez-vous maintenant expliquer ce que nous allons faire? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Aglaé. Alors, je suis architecte et membre du comité technique et je vais maintenant vous expliquer la structure de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, nous allons regarder les vidéos et nous allons vous poser des questions de clarification très simples, très brèves, qui réclament des réponses très simples et très claires également. Ensuite, nous continuerons notre débat. Alors, je rappelle au public que le chat est là, à votre disposition, et il vaut mieux que vous posiez vos questions en anglais pour que tout le monde puisse les comprendre autant que faire se peut. Alors, nous allons commencer par les vidéos de Bien et de Almendralejo, et nous allons parler des problématiques que vous partagez, parce qu'en effet, vous partagez des problématiques. Il y a déjà des unités de logement qui sont bien présentes et qui correspondent à une planification urbaine assez déplacée. Et donc, on ne parle pas là d'écosystèmes naturels et on n'a pas réfléchi aux synergies liées aux synergies qui peuvent exister avec le logement. Et donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et aujourd'hui, il est possible, justement, avec cette session, de voir comment corriger le tir et comment on peut récupérer un certain milieu, comment on peut repenser certains endroits et créer une nouvelle façon de vivre ensemble qui, à l'aide de solutions bien ciblées. Ensuite, on pourrait également créer de nouvelles zones d'interaction avec des bâtiments permettant justement de mettre en avant la nature, l'environnement et en vue de remettre en avant certaines des lacunes de ces endroits également. Passons maintenant peut-être aux vidéos. Merci bien. The city of Biobíen is a medium-sized Swiss city with a population of around 55,000. The bilingual city has a central geographical location on the language border between the German and the French-speaking parts of Switzerland. This mixture shapes the cultural development and the character of its inhabitants. The competition area, called Geyser, began to develop shortly after the Second World War and is mainly overbuilt by housing cooperatives. They make up about 16% of the total number of cooperative apartments in the city, with a total of about 700 apartments. It forms the largest continuous neighborhood of cooperative buildings in the city. Most of the buildings were constructed in the post-war period, and the district is representative of over cooperative neighborhoods in Biel. Most of the land in the Geysried area is owned by the city. The houses were built by 8 housing cooperatives. Jointly with European Switzerland and the city, they are launching this competition. There is a great potential to strengthen the residents' identification with their own neighborhood. All involved already recognize the careful use of resources as fundamental. The point of venture of the project to develop this neighborhood is its existing buildings.
Various approaches for the existing buildings are conceivable: selective densification, replacement with new buildings, extensions, and increasing the number of stories. Construction in stages must be made possible with due regard to the consistent quality of the development and the outdoor spaces of each individual area. The city aims to maintain and improve the quality of the existing cooperative neighborhoods. The cooperative neighborhoods, which contribute strongly to the identity of the city and the neighborhoods, should continue to do so in the future. The cooperatives should also contribute to neighborhood development with a future-oriented housing opportunity, versatile outdoor spaces, and good mobility solutions. Almendralejo es una mediana ciudad de Extremadura, capital de la comarca de Tierra de Barros, una fértil zona agrícola donde el viñedo y el olivar son los productos principales. No en vano, somos ciudad internacional del vino y tenemos entre nuestros edificios más emblemáticos el Museo de la Ciencia del Vino y hacemos una feria anual para exportar, vender y dar las excelencias de este producto. Además es la ciudad del romanticismo porque aquí nacieron José de Proceda en este mismo palacio, un poeta romántico español de reconocido prestigio, y Carolina Coronado. Y también es conocida como ciudad de la cordialidad por la amabilidad de sus gentes. En esta barriada, en la zona donde se pretende actuar, es una zona de gente trabajadora que en los años 60, promovido por una cooperativa agrícola precisamente, se hicieron estas viviendas sociales para gente, como digo, obrera. Poco a poco y con el paso de los tiempos, las familias fueron creciendo, se hacían viviendas pequeñas y se fue abandonando y al final, digamos, la población que iba quedando era gente ya de una cierta edad, en unas viviendas con problemas de accesibilidad dificultosos para ellas. Poco a poco se ha ido ocupando también por un cierto movimiento especulativo que arrienda estas viviendas en las épocas de cosecha, en el verano y en el otoño, a precisamente temporeros, inmigrantes de otras nacionalidades que vienen a recoger esas cosechas de vino y de aceituna donde ya no hay mano de obra autóctona. Eso ha hecho que esta zona a veces tenga problemas de convivencia entre distintas culturas y lo que pretendemos es que haya una rehabilitación sostenible, una rehabilitación eficaz, accesible y creemos y esperamos que esto sirva para hacer un lugar de convivencia entre distintas culturas y entre distintas nacionalidades. 660 viviendas, 18 bloques, una gran zona adaptacional con 2 colegios, 2 institutos, centro asistencial, centro deportivo, tenemos los juzgados, estación de autobuses, tenemos también el Museo del Vino, es decir, el entorno nos da todas las posibilidades de una convivencia de estos vecinos en nuestras calles. Estas viviendas son unas viviendas de los años 60, viviendas obreras de unos 40 metros cuadrados. Al no poder vivir en 40 metros cuadrados por una sobreocupación de las viviendas, está ocasionando una sobreocupación de estos espacios públicos, con lo cual es determinante poder recuperar esta ciudad para estos habitantes, especialmente con el polo atractivo que tenemos de una zona adaptacional importante justo al lado. Thank you. May I ask you, Mr. Barth and Mr. Gomez? Merci, Monsieur Barth et Monsieur Gomez. Peut-on vous demander dans quelle mesure les architectes sont autorisés à modifier le bâti? Dans les 2 cas, vous parlez de recyclage, de transformation. Est-ce qu'on peut aussi effacer ce qui est sur place? C'est une petite question d'échauffement.
Alors à Biel, on a la possibilité de maintenir ces éléments. Il est aussi possible de rénover l'entièreté du site, de tout reconstruire en fait. Il est important de travailler par étapes. En tout cas, ça c'est sûr. On ne peut pas tout chambouler d'un coup. On doit pouvoir planifier. On doit pouvoir faire en sorte que les gens puissent encore habiter là-bas en attendant. Donc, on ne doit pas tout changer de manière radicale du jour au lendemain, en tout cas. Merci. Monsieur Gomez. Oui, j'abonde dans le même sens que notre collègue de Biel, ou bien. Nous vivons le même processus. Nous devons être ambitieux, mais surtout, nous devons pouvoir planifier cela dans le temps. Nous devons travailler sur le long terme pour améliorer ce quartier. On l'a dit en guise d'introduction, on a tous ces services qui sont là, qui sont existants. On ne doit pas les créer. Il faut juste revoir la densification du lieu. Mais on ne doit pas nécessairement tout conserver. On veut garder les services sur place, ça c'est sûr. Merci. Merci. Donc, effectivement, les concurrents devront prévoir un plan prévoyant un plan de transition et ensuite un master plan. Ensuite, nous passons à la vidéo suivante, peut-être. Oui, nous allons voir la vidéo de Vilnius. Alors, pour ce qui est du site de Vilnius, vous allez voir qu'il est détaché du reste de la ville à une certaine distance. Il en est coupé par différentes infrastructures de mobilité. Donc, il y a un potentiel de connexion avec le système de mobilité publique. Donc, il faut une stratégie opérationnelle, fonctionnelle, dans une identité industrielle forte. Donc, on voit qu'il y a aussi toutes les ressources pour se relancer. Il y a pas mal de nature. Il y a un bâti important aussi. Et donc, c'est tout cela qui a créé ce site et qui génère pas mal d'opportunités pour la ville. En fait, ce quartier doit pouvoir évoluer, mais il est isolé, contrairement aux autres. Il a l'air en fait inhabité. Mais avec ce processus de transformation qui a commencé, on voit que différents acteurs publics et culturels ont commencé à prendre possession de ces installations et bâtiments. Donc, nous allons voir la vidéo de Vilnius.
Thank you for the screening. And Merci. we'll ask you a simple question to Et nous answer. allons vous poser une question simple en guise d'introduction, notamment pour avoir plus de détails. En êtes-vous dans le processus de transformation tel qu'on l'a vu dans la vidéo? Alors, pour l'instant, il y a des créateurs, il y a des gens qui sont prêts à aller sur le site, des résidents, des artistes. Il y a encore une partie industrielle là-bas, où il y a des espaces destinés à la culture aussi qui ont récemment été ouverts là-bas. Donc ici, on a la possibilité d'organiser des événements culturels. Cette année, on a inauguré l'endroit, en fait, avec un grand événement de mode. Donc, on a organisé un grand défilé de mode. Alors, la ville a mis en place un master plan. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est une structure urbaine à l'intérieur du quartier, en fait, tout en maintenant les liens, la mobilité avec le centre-ville. Historiquement, il s'agissait d'une ville séparée, mais maintenant, étant donné l'étalement urbain, eh bien, cette infrastructure est connectée à la ville et ça peut devenir un quartier important même de la ville. Merci pour ces détails. On en reparlera dans un instant. Nous allons voir les deux dernières vidéos restantes, Barcelone et les Vanguard. Donc, ces sites ont déjà une identité forte, industrielle pour Barcelone et patrimoniale pour les Vanguard. Cette identité implique un stock de bâtis important. Alors, il y a différents types d'activités sur place. Chaque bâtiment a un statut. Donc, ces informations sont nécessaires pour les concurrents. Il faut aussi mettre en place une stratégie ouverte pour ces deux sites. Nous l'avons vu pour d'autres sites. Maintenant, il faut pouvoir connecter ces quartiers isolés à la zone urbaine. Donc, il faut travailler sur les espaces urbains, la nature. On pourrait améliorer ces aspects dans les deux situations que nous allons voir. Nous allons aussi travailler sur de nouvelles relations avec les relations et ressources existantes pour y développer des activités, un nouvel écosystème socio-économique notamment aussi, tout cela sur ces sites. Nous voyons maintenant les deux vidéos de Barcelone et les Vanguard.
The historical wooden town Levanger offers exciting challenges. How can we find the future solutions for the wooden town Levanger in the idols of the past? And how can we do it together with our inhabitants? We look forward to receiving your ideas for a more attractive, inclusive and sustainable future town. Barcelona's City Council is taking part in Europan to work in parts of the city requiring open and innovative thinking. We have already worked in different places, and this work has always produced satisfactory results, giving up ideas and debate for improvement. In this 16th edition of Europan, we propose to work on one of the most strategical city areas, one of the last industrial areas that we yet have. This is Torrent de l'Estadella. Torrent de l'Estadella is an industrial area developed in the 60s, but without an urban plan, and currently is an area with some structural problems and even with a few abandoned factories. But now it appears a new great opportunity for Torrent de l'Estadella. The impressive urban transformation around the future high-speed train station of La Sagrera and the new urban park that will appear on the north of the industrial area defines a new urban framework that we must take into account and think how it can help us to update the industrial area. In this project, we want to repurpose the 25% of the land to achieve mixed uses, introducing collective and social housing, craft and commercial activity, while maintaining the highest possible production activity for the industrial. Torrent de l'Estadella is a clear case of urban recycling. We want to make the industrial activity more complex by adding new uses and relation facilities to transform the neighborhood from one that is exclusively production-based to one with a new landscape in which innovative economic opportunities and synergies can be discovered and value-added services can be provided. All this in accordance with a proper urban codes to help us propose a new city that is more habitable and human. Thank you. Merci. May I ask you, Miss Nordgaard? Madame Nordgaard, je vous demanderai de nous expliquer la situation chez vous. Alors, vous avez une structure patrimoniale magnifique, finalement. Allez-vous dire aux concurrents ce qu'ils doivent maintenir? Ou ont-ils une certaine souplesse pour transformer le tout? Parce que finalement, ce concours sera une édition très spéciale parce que les concurrents pourront peut-être difficilement se rendre sur place, finalement. Donc, comment combler cette faiblesse? Dans le cadre d'Europan, nous voulons montrer comment nous transformons notre patrimoine en quelque chose qui va de l'avant pour en faire une ville active mais durable. Donc ici, nous travaillons sur la qualité et nous devons travailler pour une bonne évolution urbanistique. On a déjà dit que ce site est isolé du centre-ville. C'est un site à taille humaine avec des trottoirs, des rues piétonnes. On y a déjà utilisé des matériaux durables et nous voulons que ce lieu devienne un nouveau lieu de rencontre. C'est un endroit de commerce depuis le Moyen Âge. Maintenant, devrons-nous peut-être en refaire un nouvel endroit de rencontre.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir retrouver les bonnes ressources humaines qui vont pouvoir revitaliser cette partie de la ville. Merci. Monsieur Barnada, pouvez-vous répondre à la même question pour votre site? Bonjour. Avec Europan, nous voulons mettre en place un processus pour changer de modèle, pour changer la ville. Et ce faisant, nous devrons être plus productifs, plus verts. Il nous faudra une ville plus habitable, avec des éléments plus mixtes qui vont être mis en place sur le long terme. Ici, on ne parle pas d'une transformation en 2 ans, mais bien on parle d'une transformation sur 15 à 20 ans. Donc, l'idée ici, c'est un processus de changement. Avec le dossier d'information, nous allons communiquer aux différents concurrents tous les éléments nécessaires qui vont créer un changement dans la manière de vivre la ville. Et ce changement va créer de petites rénovations qui, en les ajoutant les unes aux autres, vont créer une grande transformation urbaine. Donc, ça permettra d'améliorer l'habitabilité. En fait, nous allons tenter d'habiter l'industrie. Merci. Eh bien, je pense que ça permet de directement lancer le débat. Débat sur la relation entre le quartier et le site. Alors, dans le cas de Barcelone, justement, tout est clair. Vous avez ce quartier productif et vous voulez y introduire du résidentiel, des espaces ouverts également. Alors, il sera peut-être intéressant de savoir ce que vous pensez faire en Suisse, à Bienne, puisque là, vous êtes sur un site que vous voulez transformer peut-être en résidentiel, ou bien comment allez-vous en fait vous positionner sur ce site en Suisse? Pour commencer, il faut savoir qu'il y a déjà des habitants là-bas et nous avons entamé un processus participatif avec la population locale. Nous aimons créer une certaine dynamique dans les quartiers et, in fine, nous voulons créer des bureaux, des magasins, des lieux de travail pour sortir d'une approche mono ou unifonctionnelle du quartier, parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le quartier est déjà relié au reste de la ville, si on peut le dire ainsi en tout cas. Nous avons certaines infrastructures urbaines en place. Cela permettra de répondre aux besoins quotidiens du quartier et de ses habitants. On ne sait pas comment dire. Bon, je ne sais pas comment dire en anglais, désolé. On n'est pas complètement déconnecté, mais dans le contexte suisse, donc là, on a vraiment quelque chose qui est intégré dans l'infrastructure de la ville. On a la question de la participation, finalement, qu'on peut poser à tout le monde. Quel est le rôle du citoyen, de la citoyenne dans la transformation du quartier? Est-ce que c'est post-industriel, du mixte ou autre? À Vilnius, par exemple, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Alors, dans notre cas, le processus participatif a déjà débuté. Il faut tenir compte du caractère post-industriel des territoires. On a beaucoup de sites de ce type sur Vilnius. Donc, le site est un site historique, mais industriellement historique, en tout cas.
Donc, l'idée, c'était que l'ère post-industrielle, on voulait y construire du bâti, du logement surtout. Ensuite, d'autres espaces aussi devaient être prévus. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un espace monofonctionnel. On ne veut pas de cela. Ce n'est pas ce que l'on recherche. On ne veut pas la multifonctionnalité des sites. Mais ce que l'on souhaite, c'est plus de structure. Une structure dans l'espace public, une structure dans le processus participatif qui sera plus orientée vers la communauté et peut-être pas le secteur privé. Nous devrons aussi pouvoir utiliser les points forts de l'endroit. Par exemple, le site peut être relié directement au rail. En fait, c'est un site, on a utilisé le rail justement pendant ce défilé de mode. Tous les participants avaient reçu un ticket pour aller depuis la gare. Et ils sont arrivés en train, en fait. Donc, il y a beaucoup de possibilités, vous savez. En tout cas, le processus se veut participatif. Merci. Alors, vous avez parlé d'espace public. Donc, l'espace public peut être relié au reste de la ville. Je pense que M. Gomez l'a dit aussi pour Almendralejo, en Espagne, en Extremadure. Alors, en Espagne, pourriez-vous nous expliquer comment vous concevez cet espace public, comment vous l'envisagez pour en faire un lieu de rencontre? On a noté un point très important. Donc, c'est la question du mouvement, de l'intégration dans le quartier. En fait, la municipalité a mis en place un bureau spécifique à la relation avec les habitants du quartier. Il y a une ONG qui nous aide aussi pour améliorer les relations entre concitoyens et administration pour faciliter l'intégration du projet et l'intégration du quartier dans la ville. Maintenant, la question de la connexion, justement. Les éléments connecteurs sont là. Physiquement, c'est sur place. Mais, comment dire, on a prévu un test un peu plus au sud de la zone entourée en jaune. Et pour 2020, nous avions prévu un espace de régénération urbaine. On a retravaillé sur un quartier avec 48 logements. En fait, ce qu'on a fait là-bas, c'est qu'on a récupéré le quartier pour le mettre à la disposition des usagers. Donc, les liens sont là, les connecteurs sont là, mais ils ne connectent rien pour l'instant. Il y a trop d'obstacles. Si vous avez pu voir, eh bien, il y a des voies, notamment une grande voie principale où on retrouve les éléments connecteurs, mais qui ne fonctionnent pas. Je pense que ces éléments connecteurs ont perdu leur importance avec le temps. Je pense que le processus participatif pourra relancer la machine, en fait. Merci. Merci à vous pour ces détails. C'était très intéressant pour connaître l'utilisation des espaces publics, comprendre également leur rôle et la manière d'identifier les quartiers. On peut aller à Levanger et Barcelone où la situation est différente. Quel peut être le rôle de ces espaces ouverts et de la nature aussi dans ces tissus urbains très denses, finalement? Commençons par Barcelone. La nature joue un rôle essentiel. Dans nos villes et surtout à Barcelone, il y a un processus fort de renaturalisation de la ville. L'idée
c'est d'y créer une nouvelle biodiversité, de créer une ville biodiversifiée qui soit plus saine. Et donc, quand elle est plus saine, elle est plus habitable. C'est là que se trouve notre avenir. À côté de ce projet, nous sommes en train de concevoir un parc. C'est le plus grand parc de la ville de Barcelone, un parc assez linéaire de 5 km de long. Tous les participants au concours recevront les informations nécessaires à ce sujet. Donc, on veut faire entrer le parc de la zone industrielle. C'est fondamental. Il faut savoir que l'espace public doit être diversifié et mixte, au même titre que le reste de la ville. Il n'y a pas des rues conçues uniquement pour des camions ou pour des magasins. Non, la rue, c'est un espace public, c'est un lieu fondamental. Même de ces espaces industriels, ils doivent être assez mixtes pour rendre l'endroit aussi habitable. Yeah. Thank you for that. Merci pour ces détails. On en revient sur la question de la participation, puis on prendra les questions dans le chat également. Madame Nordgaard, vous voulez peut-être répondre à la question qui vous était également adressée. On voudrait avoir votre avis aussi sur les Vanguard. Merci. Alors, il est important de tenir compte de l'historique du site, de l'histoire du site. Donc, on vient de vivre 60 ans qui était en fait l'ère de la voiture. Maintenant, nous devons revenir en arrière. On a un centre-ville dominé par les espaces de parking, par la voiture en général. On doit pouvoir utiliser ces endroits pour en faire des parcs et pas des parkings, comme c'était autrefois l'idée, en fait. Et donc, nous cherchons des solutions pour savoir quels services nous pouvons proposer dans ces parcs ou ces lieux de rencontre et qui seront utiles pour la population, même en dehors des petites villes et dans les quartiers. Alors, ça a toujours été un lieu de rencontre pour les Vanguard et pour le commerce. Et peut-être que la culture maintenant sera le nouvel élément ou le nouveau service que nous pourrons intégrer dans tout cela pour améliorer l'accès à la population. Donc, nous souhaitons conserver certaines qualités du design initial quand ce quartier avait été conçu, des quartiers qui a des qualités qui nous semblent importantes. Autre point, bien, la ville a beaucoup travaillé avec sa population. Nous avons demandé à la population ce qui comptait vraiment pour elle. Et donc, nous avons cet esprit de coopération avec la population. Et deux choses sont ressorties des discussions. D'abord, les lieux de rencontre avec plus de diversité et ensuite la mobilité. Alors, nous avons aussi une gare là-bas, une gare qui est un site classé, en fait, et qui est un nœud de connexion important pour le quartier. Ce nœud est aussi un obstacle, en fait, parce qu'il bloque l'accès à la rivière. Donc, on a là un espace urbain qui est à la fois un espace public, qui est une sorte de jardin qui doit être utilisé comme ressource pour développer notre ville. Merci. Merci à vous. Alors, dans le chat, il y avait une question assez intéressante concernant votre site et la relation avec la nature et l'environnement. Alors,
Quelles autres fonctions, quels services publics, bâtiments de services publics pourraient être intégrés? Ça, c'est la question dans le chat, mais je voudrais la peaufiner et vous demander, Monsieur Barth, que s'est-il passé avec la participation? Quelles étaient les attentes des habitants concernant les fonctions complémentaires au résidentiel? Merci bien. Veuillez m'excuser. Alors, dans le cadre du processus participatif, on a notamment parlé de la possibilité du travail à domicile, d'avoir des endroits pour les enfants dans le voisinage, dans le quartier, d'avoir également de petits magasins, si possible. Probably for that use, no need in the place. One thing that was also Je ne sais pas dans quelle mesure ceux-ci sont nécessaires. Ensuite, il est également important pour les habitants, the representatives of the other sites is comme pour d'autres sites, de ne pas oublier que le quartier était divisé en deux parties à l'heure actuelle. Et donc, les habitants nous ont demandé de relier à nouveau le nord au sud. C'était un point très important pour eux. Ensuite, l'utilisation monofonctionnelle d'appartements doit évoluer. En effet, les habitants préféreraient des plus petits appartements, des studios à une pièce, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'appartements de 3 pièces, mais une pièce ou un 5 pièces serait plus opportun apparemment. La diversité du quartier était également un point très important pour le voisinage à l'heure actuelle. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps pour une question dans le chat pour Alfonso. Qui habite dans ces sites? Quelles sont les catégories sociales, l'âge, la culture? Et n'y a-t-il pas une question de pauvreté là-bas et quid des autres villes également? Et bien entendu, vous pouvez également rebondir sur les autres problématiques. Alors concrètement, il faut savoir qu'il y a quelques 33 000 habitants à Almendralejo. Et donc, dans le quartier de San José, nous avons ce projet. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de vignes, beaucoup de vin qui est produit chez nous. Et partant, il y a une certaine saisonnalité qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on parle de planification chez nous. Il y a beaucoup de travailleurs saisonniers qui vont et viennent à Almendralejo pendant les vendanges, ou qui du moins venaient pendant les vendanges. Et donc, il est important de voir la population en deux catégories, la population flottante et permanente, fluctuante et permanente. Et pour ce qui est des logements, des appartements, ça doit être des petits appartements accessibles dans lesquels on peut bien vivre. Bien souvent, il y a des appartements précaires et les personnes plus âgées ont tendance à abandonner ces appartements. Et donc, on peut dire que c'est une population espagnole vieillissante qui cohabite
avec, disons, des saisonniers venant d'ailleurs dans ces appartements. À un moment, plusieurs groupes d'habitants ont tenté de trouver des solutions parce qu'il y avait en effet certaines tensions entre différents groupes démographiques. Voilà donc pour ce qui est du contexte. Et donc, il est fondamental, comme nous l'avons déjà dit, que, en effet, les gens qui habitent ces quartiers promeuvent des initiatives qu'ils les utilisent et cela nous permettrait ainsi de communiquer pour éviter l'isolation. Voilà donc ce que j'ai à vous dire. Nous avons, disons, une moitié d'habitants qui vivent là de façon permanente et ensuite la moitié des habitants qui sont des saisonniers. Merci bien. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre. D'accord, merci bien. Alors, en effet, les questions sociales, je comprends qu'il faut les avoir à l'esprit et il faut en effet établir un processus de transformation dans le cadre de cette compétition. Mais voilà, je pense qu'il va falloir passer à la conclusion parce que le temps passe. Alors, pour ce qui est de la conclusion, il est important de rappeler qu'on veut une transformation à Bienne ou ailleurs pour que les gens restent. Et cela ne concerne pas que les zones résidentielles, mais aussi les activités, car il faut que les activités restent là pendant le processus de transformation. Et ça, je pense que c'est un point assez intéressant à mettre en avant pour les participants au concours. Par ailleurs, il est important de rappeler ce qui doit rester et ce qui peut être transformé. C'est tout à fait crucial ici dans cette session. Enfin, vous avez presque toutes et tous ici parlé de questions relatives à la mobilité. Des questions de mobilité liées au rail ou encore à des obstacles, l'autoroute. Et peut-être qu'il faudrait mettre cela en exergue également dans le dossier. Alors ensuite, pour ce qui est de la participation, j'ai trouvé très intéressant de vous entendre dire qu'il y avait des processus participatifs en cours d'élaboration ou en cours. Et pendant la production, eh bien, je dirais qu'il faudra mettre en avant certains acteurs qui sont très importants pour le développement des sites. Et moi, je vous encourage à mettre en avant les ambitions de ce processus ou les acteurs qui ont déjà été contactés. Ensuite, étant donné qu'on parle ici de villes vivantes et de la nature, eh bien, je pense qu'il sera important également de mettre ces points en avant dans le dossier. Car pour l'heure, à Barcelone, les choses sont un peu floues, je dirais. Lorsqu'on voit cette zone que vous montrez et qui devrait être un quartier vert, eh bien, là, il faut être clair en termes d'ambition également et voir les choses peut-être par le prisme territorial également. Alors, avec Dimitri, nous avions encore beaucoup de questions concernant le processus, concernant les bons acteurs à rassembler autour de la table pour que ces projets soient couronnés de succès et mis en œuvre. Mais malheureusement, nous n'avons plus de temps. Et donc, nous allons en rester là avec ces quelques pistes de réflexion. Merci à tous les participants pour cet échange fructueux. Cela a été un très bon panel. Je tiens également à remercier les interprètes, l'équipe de streaming et notre public. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Degon.